Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de France. Aujourd'hui, c'est en Île-de-France, dans le Val d'Oise, que je vous emmène à la découverte des trésors de ce département, mais aussi des initiatives et des personnalités qui le font vivre. Et c'est dans l'un des plus beaux châteaux franciliens que je vous propose de démarrer notre escapade. Depuis plus de 900 ans, le domaine de Villarceau vit au rythme de la grande et de la petite histoire du royaume de France. Du Moyen-Âge au siècle des Lumières, en passant par la Renaissance, ce site unique a traversé les grandes épopées de notre pays et ici cache encore des trésors que je vous propose de découvrir avec ce reportage de Via 95. Regardez. Visiter le domaine de Villarceau, c'est contempler d'un seul regard 9 siècles de notre histoire. Situé à Chaussy, dans le Vexin français, on y trouve 2 châteaux, un parc de 70 hectares, un jardin Renaissance et de nombreuses pièces d'eau. Le premier château, situé dans la partie basse, date du Moyen-Âge. Le deuxième, sur les hauteurs, est construit au XVIIIe siècle. Ce mélange d'époque et de style en fait un lieu unique en Île-de-France. Lorsque les visiteurs viennent d'avril à octobre découvrir le domaine, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils entrent dans une espèce de parenthèse de l'histoire. Le temps s'est arrêté. La Révolution n'a pas démoli le château, n'a pas incendié le château, n'a pas détruit les vestiges anciens. Les guerres sont passées au-dessus du domaine, les révoltes, les accidents d'héritage, etc. ont laissé ce domaine dans une grande cohérence. Du château médiéval, il ne reste que quelques éléments, notamment cette tour Saint-Nicolas. Au XVIe siècle, le château se transforme. Nous sommes alors en pleine Renaissance. François de Mornay, héritier du domaine, se fait construire un manoir et transforme les pièces d'eau en magnifiques jardins d'inspiration italienne. Du manoir, il nous reste ce pavillon. C'est ici, en 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, que François de Mornay, catholique, va cacher son cousin protestant, Philippe Duplessis-Mornay, recherché par la Ligue. On ouvre toutes les pièces, on fouille tous les bureaux, on ouvre ce bureau, on ouvre ce placard. Dans le placard, il y a des feuilles, des cartes, de l'encre, comme habituellement on peut en trouver, des livres. Et la Ligue fait demi-tour et repart. Non, Duplessis-Mornay n'est pas à Villarceau. Et pourtant, si la Ligue avait connu le secret du placard de Villarceau, eh bien, on aurait trouvé Duplessis-Mornay et il aurait été exécuté. Et il aurait été exécuté en même temps que Mornay de Villarceau. Bien évidemment, voilà où se cachait Duplessis-Mornay. 200 ans plus tard, en plein siècle des Lumières, Villarceau passe aux mains du marquis du Tillet. C'est lui qui crée le château d'en haut. Pour s'offrir une vue imprenable sur ce domaine, il creuse la falaise pour s'en faire une terrasse unique de 530 mètres. Édifié dans un style Louis XV, le château reflète le goût raffiné de cette époque. On y retrouve le savoir-faire des meilleurs artisans, ainsi que quelques idées de décoration étonnantes. Vous voyez le long des panneaux des petits crochets qui permettent à ces panneaux d'être amovibles. La maîtresse de maison, lorsqu'elle se lève le matin, elle peut demander à son valet de chambre de lui changer entièrement le décor de son boudoir. Il lui suffit de retirer les panneaux grâce aux crochets, de les remplacer par des panneaux avec des revêtements différents et d'avoir ainsi un salon jaune soleil ou un salon vert prairie ou bleu ciel ou assorti à la couleur de sa robe ou assorti, plus raffiné encore, aux couleurs d'yeux de sa meilleure amie pour lui faire plaisir. Le domaine est ouvert d'avril à la mi-octobre. L'entrée est gratuite, mais la visite est guidée. L'occasion d'en savoir plus sur la vie méconnue de l'un des plus beaux sites d'Île-de-France. C'est sur la Seine que je vous propose d'embarquer à présent à bord du Katharina. Depuis plus de 10 ans, ce bac relie Véteuil à Lavacourt pour une courte traversée de 5 minutes, 5 petites minutes. L'embarcation peut transporter jusqu'à 12 personnes, mais aussi des vélos ou des poussettes. Une mini-croisière qui évite aux riverains un gros détour par la route. Avec le charme de la navigation sur la Seine en plus. Regardez ce reportage. La Seine est un long fleuve tranquille. On y croise des péniches, des canards et une drôle d'embarcation, la Katharina. Le petit nom du bac qui relie Véteuil à Lavacourt. 5 minutes de traversée, mais près de 40 minutes gagnées par rapport à la voiture.
S'il n'y a pas le bac, effectivement, ça fait 27 km par le pont de Mantes ou 27 km par le pont de Bonnières. Et on met quoi, à peu près 5 minutes le temps de charger, de décharger, hein. C'est pas long, hein. Gilles est le capitaine du navire. Cette grande traversée de 225 mètres, Gilles l'a fait depuis la mise en route du bac en 2009. Au départ, le bac ne tournait que les week-ends pour les touristes et les randonneurs. Aujourd'hui, il fonctionne aussi le vendredi matin, jour de marché. Il n'y a pas de commerce en face et puis du coup ça m'évite de prendre la voiture. Et en retour, voilà, c'est tout bénéfice, c'est du plaisir et puis de la facilité pour s'alimenter, s'approvisionner. Il y a des bons commerçants, puis il y a tout, il y a la poste, voilà, boulanger, il y a tout ce qu'il faut. C'est mon frère qui m'a déposé là et j'ai mon mari qui vient me récupérer de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pris une journée de vacances, de congé. Il y a une garde rapprochée. Voilà, et voilà, je joue l'utile et l'agréable en même temps. Lier l'utile à l'agréable, c'est aussi l'idée de ses grands-parents venus avec le petit Stanislas. C'est la première fois, il est déjà venu, mais il est resté sur le quai. Aujourd'hui, c'est la grande traversée. C'est la première fois, t'es content? Stanislas ne semble pas très réjoui, mais quelques dizaines de mètres suffiront à le rendre beaucoup plus enthousiaste. Stanislas semble ravi de rejoindre Véteuil. Il n'est pas le seul. Bien des années plus tôt, en 1879, Claude Monet s'y installe. Le célèbre impressionniste va y peindre plus de 150 toiles avant de partir pour Giverny. De nos jours, Véteuil et son église restent une attraction pour de nombreux touristes, comme Marianne et son groupe de passionnés de scrapbooking. On a réservé, on est une équipe de scrapbooking, des dames qui font du scrapbooking à Rosny-sur-Seine. Et donc, on a décidé de venir passer la journée dans le coin de Véteuil en prenant le bac, pique-nique, photo. Voilà, j'en refais une autre? Après la photo, le pique-nique. Mais attention à l'heure du retour, la dernière traversée est à 18h45. Quant au bac, il retournera à quai fin octobre. C'est un château Renaissance que nous allons visiter maintenant, toujours dans le Vexin français, à une soixantaine de kilomètres de Paris. Le château d'Ambleville est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture Renaissance, mais c'est surtout pour ses jardins en terrasse d'inspiration italienne que ce domaine privé vaut le détour, notamment pour son jardin secret et sa statue de Neptune. Regardez. Avec ses jardins à l'italienne, le château d'Ambleville distille un doux parfum d'Italie au cœur du Vexin français. Ancienne forteresse médiévale, il est transformé en château de style Renaissance au XVIe siècle par la famille de Mornay. Louis, le plus connu de la famille, fut surtout célèbre pour ses conquêtes amoureuses. Il sera l'amant de Madame Scarron, la future Madame de Maintenon, la dernière épouse du roi Soleil. Nommée marquise, elle séjournera à Ambleville avec les enfants illégitimes du roi. 2 siècles plus tard, c'est une autre marquise, celle de Villefranche, qui rachète le château. Inspirée par une villa de Florence, elle redessine les jardins pour en faire de magnifiques terrasses à l'italienne. C'est un jardin typiquement italien. Le jardin italien est un jardin qui est structuré, qui est formel. Vous devez, au fur et à mesure où vous vous promenez, vous devez découvrir des choses. Vous avez des marches, vous avez une surprise à chaque chose. Et c'est un jardin donc qui est vert, il y a très peu de fleurs. Et le tout, donc, ce sont des taupières, des choses qui sont taillées pour leur donner des formes et des pièces d'eau. L'eau, évidemment, qui est tout à fait nécessaire dans les jardins. Les décorations intérieures du château sont elles aussi remarquables. Tapisserie, plafond peint, salon en cuir et aussi quelques meubles somptueux en ébène. C'est un meuble donc, qui est d'une inspiration italienne au départ. Et quand vous arriviez dans un palais italien, la façade est très austère, et quand vous rentrez à l'intérieur, toute la richesse se montre. Eh bien, le cabinet, s'il est fermé, c'est très austère, et dès que vous l'ouvrez, vous avez tout un côté somptueux qui plaît. C'est du palissandre, vous avez du bois de rose, de l'ébène en noir, en blanc, c'est de l'ivoire, vert, c'est de l'ivoire qui est teinté en vert, et le noir, donc, évidemment, c'est de l'ébène. Propriété privée, le château d'Ambleville appartient à la famille Couteau-Bégary depuis 2003. Si l'achat d'un château nécessite d'abord un gros investissement financier, c'est avant tout une histoire de passion. Car l'entretien d'un tel domaine n'est pas un long fleuve tranquille. Un château comme ça, donc, c'est 2300 mètres carrés.
Et vous avez, donc on va dire, d'une façon très très lucide, c'est des emmerdements en permanence. Et je ne plaisante pas. Depuis 10 ans, nous ne faisons que des travaux. Que ça, que ça, que ça. C'est un bonheur de tous les instants, comme on disait tout à l'heure, des embêtements en permanence. Mais voilà, mais quand on aime, on ne compte pas. Olivier Couteau-Bégari est un homme passionné et passionnant. Il assure aussi les visites, alors n'hésitez pas à venir l'écouter parler de son château. Cette visite vous offrira un pur moment de détente aux accents de Toscane et d'Italie. Nous allons maintenant pousser les portes d'une église pas comme les autres, une église creusée dans la falaise. Le clocher en pierre est classique, le reste de l'église l'est beaucoup moins. Elle est située à Haute-Île dans le Val d'Oise et c'est la seule église troglodytique d'Île-de-France et l'une des dernières de France. Elle a été creusée dans la falaise de Cré vers 1670 à la demande des habitants du village. Regardez ce reportage. Le clocher en pierre est classique, le reste de l'église beaucoup moins. Elle est entièrement creusée dans la falaise. Nous sommes à Haute-Île, dans le Val d'Oise, près de la Roche-Guyon. C'est la seule église troglodytique de la région et l'une des dernières de France. Son creusement en plein roc a été fait en 1670 environ. Ça a pris relativement peu de temps de la creuser, puisque les habitants d'ici avaient une grande habitude des constructions troglodytiques qu'ils utilisaient tant à usage d'habitation que pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Et donc ils ont creusé ça en 2-3 ans, vers 1670. C'est le seigneur du village, Nicolas Dongois, neveu du célèbre écrivain Nicolas Boileau, qui finance les travaux de construction de l'église. À l'intérieur, on y trouve un remarquable retable en bois sculpté. Ces boiseries magnifiques ont été cédées par l'évêque de Rouen. C'était dans la chapelle du tribunal de Rouen. Et on peut même imaginer, elles sont antérieures à la réalisation de cette église. On peut même envisager que l'église a été creusée dans des dimensions adaptées à ce retable en vue de l'installer. Les boiseries de l'église sont remarquables, mais ce qui surprend avant tout le visiteur, ce sont les nombreux trous qui tapissent les murs. Quelque temps après sa construction, un enduit est appliqué à l'intérieur de l'édifice pour lui donner un aspect plus traditionnel. Mais les bâtisseurs vont avoir un sérieux problème à résoudre. La craie présente un pH extrêmement faible. Tout ce qui est ciment, enduit, tient extrêmement mal dessus. Donc ils ont réalisé ce qu'on appelle des rétentions positives en creusant des petits trous dans lesquels se trouvaient des galets. Vous voyez qu'on voit très bien sur la voûte là-haut, ces petits galets qui sont coincés dans les cavités. Après plus de 300 ans de bons et loyaux services, l'église a dû être rénovée. Parmi les nombreux travaux, un dallage pour remplacer la terre battue d'origine et la restauration de la clôture en bois qui sépare la nef du chœur. Il a fallu près de 2 ans à une entreprise spécialisée dans les boiseries d'art pour restaurer cette partie qui était en fait à l'origine plus abîmée que n'est le retable. On peut admirer la qualité de travail de la sculpture sur bois qui est tout à fait remarquable, qui a été reprise par le sculpteur sur bois qui a travaillé au moment de la restauration. Fermée au public, l'église Notre-Dame de l'Annonciation reste un lieu de culte où l'on célèbre encore quelques messes. Elle se visite sur demande auprès de la mairie d'Haute-Île. C'est un château 1001 vies que nous allons visiter maintenant. Le château de Vigny, de style Renaissance, est complètement restauré au XIXe siècle. Il est surtout connu pour ses apparitions dans de nombreux films, comme Les Barbouzes ou la série de Canal+ Versailles. Un château ouvert au public en de rares occasions, comme les Journées du patrimoine d'ailleurs. Regardez ce reportage. Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval.
Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps, le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des zones qui ont servi alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres. Une balade originale en canoë à une 50aine de kilomètres de Paris, c'est possible à Saint-Clair-sur-Epte. Sur cette rivière calme, il est possible de découvrir une faune et une flore classées. Point d'orgue du parcours, une petite cascade forte en sensations. Regardez ce reportage. On va chercher loin devant, hop, je vais chercher loin devant. Je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau, ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoepte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, donc petite, étroite, mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les deux parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée. Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1, donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte. Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoepte est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie.
Et allez, nous allons prendre un peu de hauteur maintenant avec une pratique qui permet de découvrir les plus beaux sites d'Île-de-France, vus du ciel et en ULM. Moins cher à l'achat en entretien et en consommation qu'un avion, l'ULM offre une alternative à ceux qui veulent apprendre à voler. Une école de pilotage est installée dans le Val d'Oise. Nous allons embarquer aux côtés de son instructeur. Regardez ce reportage. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM en fait c'est un avion qui est un petit peu plus léger, on est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, c'est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros, un appareil neuf bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat c'est à peu près 55 000 euros avec différentes options. Et alors qu'un avion à 55 000 euros, moi j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol elle est moins chère en ULM, parce que déjà on consomme beaucoup moins, on consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment une impression de liberté. On voit les choses de haut, sans se rendre comme on se figurait. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2 000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix. Je vous propose de terminer notre balade en Val d'Oise en retournant là où nous avons commencé, au domaine de Villarceau. Depuis quelques années, le château est devenu 100% écolo. Aujourd'hui, la faune et la flore volent désormais la vedette au patrimoine historique. Le site s'est progressivement converti à l'écologie pour devenir le premier site du patrimoine historique 100% éco-géré en Europe. Regardez ce reportage. Brebis, ânes, grenouilles, ragondins et canards, le domaine de Villarceau recèle d'autres trésors que ses châteaux. Ici, patrimoine culturel et naturel se côtoient. Thierry Labussière, conservateur du domaine, a choisi de mettre la biodiversité à l'honneur dès 2004. À cette époque, les étangs sont envahis par les algues. Pour les éliminer, il refuse d'utiliser des produits chimiques. On a pris une solution qui est à la fois écologique, qui est renouvelable, qui est propre, c'est les carpes. Donc on a mis dans ces bassins 2 types de carpes, qui sont des carpes végétariennes, qui sont des carpes amour et des carpes koi. Au début du printemps et en été, elles vont passer leur temps à brouter les pièces d'eau comme des vaches. Elles nous ont aidés à rééquilibrer la végétation des pièces d'eau. Peu à peu, le domaine a adopté une gestion écologique. Éco-pâturage et compost sont venus remplacer les désherbants et engrais chimiques. Précurseur en la matière, Villarceau est le premier site du patrimoine historique 100% éco-géré en Europe. C'est ce choix qui lui a valu d'être certifié espace végétal écologique. Renouvelé en 2015, ce label exige de changer les habitudes. Les jardiniers, ils désherbent à 4 pattes avec un couteau. Alors il est évident que ça prend un temps infini. Ça nous oblige aussi à réfléchir à notre manière de travailler, à nos méthodes de travail, à ce qu'on laisse parce qu'on est là tous les jours et qu'au bout d'un moment, on ne fait plus très attention à la manière dont on contribue à polluer l'environnement, et bien d'être toujours en alerte et de se poser toujours la question:
la décision que je vais prendre de planter tel végétal, d'améliorer telle plantation, tel plan d'eau, etc., quelles conséquences ça va avoir sur l'environnement. Les résultats sont déjà visibles. La nouvelle qualité de l'eau permet à un écosystème foisonnant de se développer. Romain Sarraud y répertorie toutes les espèces du domaine. Certaines, en voie d'extinction dans la région, ont refait surface. Une plante carnivore qu'on retrouve sur l'étang qu'on a en face de nous. Donc, il s'agit du nutriculaire. Donc là, c'est un fragment. Donc ça prouve qu'il y a présence de cette plante carnivore qui est quand même intéressante. Parce que c'est très peu commun quand même d'en avoir dans les bassins. Le travail de Romain permettra dès l'année prochaine de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement. Un projet qui fera la part belle à la faune et la flore, parfois oubliée, dans ce parc de 70 hectares. Vous entrez dans un domaine où si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et d'observer, vous allez passer à côté de toute une vie foisonnante qui est la marque de Villarceau. Il y a une vie au-dessus des plans d'eau, on l'a vu avec les libellules, avec les onomates. Il y a une vie dans les sous-bois, il y a une vie sur les pelouses, il y a une vie au milieu des buis, il y a une vie sauvage qui est partout. Si carpes et libellules raffolent de l'eau de Villarceau, elles ne sont pas les seules. Elle est fraîche, elle est légère, elle est délicieuse. On l'appelle la source de jouvence. Voilà, ce numéro de Territoire de France est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi sur les antennes de TV5 Monde, bien sûr. À très bientôt. Bon courage à tous.